tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui pour notre rubrique C'est Sport, on s'intéresse à nos amis les chiens. Aujourd'hui on s'intéresse donc au concours d'obéissance. On en parle avec Jamie dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite pour notre rubrique Job et Éducation, aujourd'hui on s'intéresse au jardin pédagogique du côté de Koné. On en parle avec Marie-Hélène. Et enfin, pour notre rubrique Fin Bon, aujourd'hui, je vous propose la recette du poisson à l'étouffée. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Corbin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ami de Maléva, donc on va dire membre de l'association Maléva. Bon, ami ça fait un peu plus famille, on va dire ça. Alors avant de parler de la journée transition, parce que c'est le sujet du jour, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est que l'association Maléva et quel genre d'activité et pourquoi vous le faites? Alors Maléva, c'est une association qui est née à Koné et qui a pour objectif de transmettre et de propager des principes écologiques et la permaculture et le recyclage et comment faire de la récup, enfin les comportements de transition dans leur globalité. Alors justement, vous parlez de permaculture, on a reçu, on va dire, le président de l'association sur ce même plateau. Est-ce qu'on peut faire un bilan justement de cette activité, la permaculture? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les populations le comprennent aujourd'hui? De plus en plus, j'ai fait partie des élèves du stage de permaculture d'Avril, pour lequel vous étiez venu faire un reportage d'ailleurs. Et donc du coup, on a beaucoup appris pendant les 15 jours. Et il y a régulièrement sur tout le territoire des petites journées ou 2 jours, un week-end qui sont organisés à droite à gauche pour un peu montrer comment mettre en application sur le terrain la permaculture. Souvent la permaculture s'associe à l'agriculture, mais pas que, quoi. Dire que la permaculture c'est une technique d'agriculture, c'est comme dire que Léonard de Vinci était un peintre, c'est vrai, mais pas que, quoi. Il était aussi artiste, scientifique, philosophe. On va dire que c'est faire de l'agriculture autrement. Voilà, c'est ça, mais pas que. C'est vraiment toute une philosophie qui est à côté. Et c'est vrai que les principes passent de mieux en mieux et les gens sont de plus en plus avides de savoir ça parce que on leur apprend toute une philosophie qui permet en fait d'être heureux tout simplement. Et on n'a pas juste besoin d'avoir un jardin pour être heureux, c'est aussi plein de comportements au quotidien qui permettent d'attirer le positif. Alors donc le label bio aujourd'hui est un concept qui a la cote. On va dire que beaucoup d'associations environnementales naissent dues au réchauffement climatique. Pourquoi ne pas regrouper toutes ces associations, le PLP, WWF, l'œil par exemple? Je pense que chaque association a sa vision des choses, sa façon de traiter les choses. Avec Maléva, on se concentre plus particulièrement sur la permaculture. C'est quand même Maléva qui a fait venir au départ Bernard Alonso, le formateur canadien permaculture, pour nous former sur le terrain. Et puis, on n'est pas forcément opposé aux autres associations. D'ailleurs, dans la journée de transition citoyenne dont on va parler tout à l'heure, il y a Calédocline, Symbiose et Colibri qui vont venir, entre autres associations, pour aussi faire passer leur message. Parce qu'on est peut-être différents, mais on a quand même un message qui est commun. Il y a un fil rouge. Alors justement, vous avez évoqué cette fameuse journée de transition. Alors c'est quoi cette fameuse journée? Alors, la transition citoyenne, c'est quoi? Quand les politiciens disent qu'ils vont changer les choses, ils vont changer les choses. En 2002, il y a Jacques Chirac qui disait « Notre maison brûle et on ne fait rien, on la regarde sans rien faire ». Et depuis 2002, il s'est passé quoi concrètement pour changer les choses? Il faut arrêter d'attendre que les politiciens fassent des choses. Il faut commencer à notre échelle, à l'échelle du citoyen, faire déjà amorcer la transition. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et si chacun d'entre nous applique ce précepte, on n'a plus besoin des politiciens pour amorcer un changement, quoi. On va dire, mais tout se débloque dans un pays à cause d'un choix politique. Pas nécessairement. Ce qui est important, c'est de changer son propre quotidien. Si on a besoin d'être heureux, c'est déjà à la base pour soi-même. C'est pas pour ce qu'on pense le reste du monde. Donc, être heureux, ça passe par l'autonomie quelque part, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alimentaire, qu'on soit plus forcément dépendant de
tout ce à quoi on est rattaché, je pense notamment au conflit qu'il y a eu récemment avec les rouleurs par exemple, qui a pas mal bloqué le territoire. Il y avait certains rayons vides dans les magasins, on a eu peur pour le carburant. Et s'il y a un problème au niveau de l'électricité, je ne sais pas, moi les panneaux solaires qui sont sur les champs, qui cessent d'approvisionner ou je ne sais quoi, comment on fait après nous pour se nourrir? Comment on fait pour continuer à faire tourner l'électricité? Et bien si on n'a pas cherché à un moment donné l'autonomie, on ne pourra jamais répondre à cette question. Moi, je pars du principe que si je veux pouvoir manger des fruits dans 10 ans, il faut que je plante les arbres aujourd'hui. Voilà. Donc c'est devenir, on va dire que c'est devenir autonome. Donc c'est le but de cette journée. C'est quoi? C'est un débat? Le but, c'est d'apprendre aux gens partager le savoir-faire. C'est quoi exactement? C'est ça. C'est partager le savoir-faire. C'est donner aux gens les clés pour amorcer leur propre transition. Donc on va leur montrer des outils, on va leur montrer des façons de faire, on va leur montrer comment faire des buttes permanentes pour cultiver leur jardin, optimiser leur culture. On va leur montrer, moi je vais présenter un stand par exemple avec mon chéri qui est sur le rocket stove et le four solaire qu'on peut faire chacun chez soi. Vous nous en dire un petit mot, même si on aura un reportage sur un de ces TV sur ces sujets-là, solaire. Alors, le four solaire, pardon. Le four solaire, c'est ni plus ni moins qu'une boîte en carton ou en bois dans laquelle on peut faire cuire des aliments grâce à l'énergie du soleil. Donc vous en verrez un peu plus dans le reportage, mais en attendant, ça coûte rien, c'est que de la récup, on n'a pas besoin de le brancher à l'électricité, ça marche que le jour quand il fait du soleil, certes, mais ça marche super bien et vraiment très très bien. Et pour quand il n'y a pas de soleil, eh ben, il y a le rocket stove, c'est un four rocket, c'est le même principe que pour cuire des aliments sur un gaz, par exemple, avec une casserole, sauf que là, on a une consommation, ça marche au bois, il y a une moindre consommation de bois et très très peu de pollution parce que la chaleur dégagée est tellement importante que ça brûle même les fumées en fait. Est-ce que ça a un coût justement ce genre d'activité ou ce genre de rencontres, échanges, ateliers? Ça n'a aucun coût si ce n'est la bonne volonté. Même les choses qu'on fabrique sont pour la plupart en matériaux de récup, donc ça ne coûte rien. Il faut un peu d'électricité, oui, pour manier la scie, les outils pour fabriquer, mais ça nécessite rien de... Alors, est-ce qu'on peut rappeler les différentes associations qui seront présentes durant cette journée et aussi, eux vont également animer des ateliers sains? Oui, c'est ça. Alors, les associations présentes, il va y avoir Kalédo Clean, Symbiose, Colibri, et puis pour les ateliers, il va y avoir tout un... Je prends mes notes. Il va y avoir tout un tas d'activités qui vont être présentées. Donc je vous ai parlé du rocket stove, du four solaire, mais il va y avoir aussi la fonderie alu. En fait, c'est une déclinaison du rocket stove. On peut fondre son alu, donc on récupère les canettes, on fond l'alu et on fait des moules après en sable pour mouler ce qu'on veut. On peut se fabriquer soi-même ses tasses, ses couverts, de la déco, une pièce pour remplacer quelque chose qui ne marche plus. On peut faire plein de choses. Donc les buttes permanentes, jardinage, des maquettes pour expliquer un petit peu la consommation d'énergie, comment éviter d'en consommer trop. Il va y avoir un espace bien-être avec un atelier shiatsu. Donc tout est gratuit, c'est que de la démonstration. Les gens vont pouvoir venir voir, expérimenter, tout gratuitement évidemment. Et c'est ouvert au public, hein. Ah mais c'est absolument recommandé même. Il va y avoir un atelier terre-paille aussi pour montrer comment on fait des murs en terre, paille comme nos ancêtres. Phytoépuration aussi, on a fait une phytoépuration sur le site de La Foi là, sous la douche pour pas perdre l'eau de la douche en fait, la réutiliser, la faire s'épurer par les végétaux. Comment on fait de la nourriture et des boissons locales. Moi je fais des boissons locales, je fais du kombucha, on fait du kéfir, de la ginger beer, on fait des sirops. On va faire montrer plein d'outils faits maison comme ça et donner plein de clés aux gens pour qu'ils sachent comment on démarre, parce que la transition c'est bien gentil, mais si on ne sait pas par où commencer, et ben là justement on va expliquer aux gens par où commencer. Voilà, vous donnez les moyens. Pour les informations pratiques, alors à quelle heure ça commence, à quel moment ça termine, et un numéro de téléphone pour que les gens justement qui nous écoutent aujourd'hui puissent avoir des informations? Oui, alors ça commencera à 9h, donc vous pouvez être sur place dès 9h jusqu'à 18h, c'est toute la journée, non-stop. Il va y avoir donc une trentaine de stands et il va y avoir aussi un programme d'animation toute la journée. Il va y avoir une visite de maison bioclimatique, il va y avoir comment on fait des buttes permanentes, comment on gère l'atelier phyto, il va y avoir une démonstration de shiatsu, il va y avoir une démonstration de la fonderie alu. Enfin, toute la journée, il va y avoir des démonstrations et donc il y a un timing toute la journée, il y a un programme. Donc si vous venez dès le matin, vous pouvez tout voir. Jusqu'à 18h.
Et puis... On peut rappeler le lieu, s'il vous plaît? Oui, c'est sur le site de la Forêt Noire, à La Foix. Quand on vient de Nouméa, c'est 10 minutes avant le village à peu près, sur la droite. Alors, il y a une grande maison sur une colline, c'est là. Alors, si vous avez un message aujourd'hui à passer à la population, ça serait quoi? Je reprendrai une citation de Gandhi que j'ai déjà citée tout à l'heure, mais sois toi-même le changement que tu veux voir dans ce monde. Et à rappeler le jour, l'invitation à tous pour cette fameuse journée. Alors vous êtes tous invités, c'est où la caméra? Vous êtes tous invités le 26 septembre à La Foix, sur le site de Forêt Noire, c'est 10 minutes avant le village, pour une journée où on va vous montrer comment faire, on va vous donner les clés, pour savoir comment amorcer la transition. Merci Frédéric. Merci Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, donc on te retrouve pour l'agenda du pays. Et oui, bonjour Élise et bonjour à tous. Un agenda du pays comme d'habitude très chargé, donc on commence sans plus tarder. Direction Koné avec un petit rendez-vous à ne pas manquer, donc ce soir et demain soir, parce qu'il y a les élèves du conservatoire de musique qui présentent leur travail, le travail qu'ils ont effectué avec leurs professeurs depuis le mois de juin. Donc chers parents, notez bien que ce soir à partir de 18 h et jusqu'à 19 h 30, ainsi que demain soir, ils vous attendent pour venir un peu apprécier leur spectacle. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, je vous laisse un numéro de téléphone, le 47 30 33. Et pour clôturer les informations concernant Koné, on parle donc de ce qui est mis en place dans le cadre du SILO. Oui, c'est ça, SILO, donc Salon international du livre océanien, qui va débuter le 1er octobre, tu le sais, du côté de Pointe-Dimier. Donc en attendant cette date, la médiathèque de l'Ouest propose de venir consulter un peu les ouvrages des auteurs et éditeurs qui seront invités pour l'occasion. Vous pourrez découvrir notamment le fameux livre qui s'intitule Les sanglots de l'aigle pêcheur, donc on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, signé donc Albin Bensa, pardon. Il y aura aussi les œuvres d'Yvan Cassoué ou encore d'Adrienne Mulk. Vous pourrez aussi les emprunter, bien sûr. Concernant la programmation du SILO, on vous donnera les détails dans les agendas à venir. Ok, donc on poursuit avec les permanences juridiques gratuites dans le Nord. Oui, c'est ça. Un petit point rapide pour cette semaine. Notez qu'aujourd'hui, donc, la permanence se tiendra du côté de Pointe-Dimier de 8 h à midi, du côté de l'antenne de la province Nord. Et également jeudi, ce sera du côté de Koumac de 13 h à 17 h au centre mère-enfant. Je tiens à rappeler bien sûr que vous pouvez appeler la juriste au 86 05 92, que c'est gratuit et sans rendez-vous. Et toujours au Nord, on s'intéresse à une formation en informatique. C'est ça, donc proposé par le Greta INC en partenariat avec la province Nord. Donc cette formation se tient quand même sur 130 heures, donc c'est énorme. Donc il faut prévoir un hébergement pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Donc y compris l'hébergement, la restauration, il y aura même une indemnité proposée aux participants. Attention, ça s'adresse uniquement aux demandeurs d'emploi. Donc si vous êtes intéressé, rapprochez-vous le plus rapidement possible de la MIJ la plus proche de chez vous. Les prochains temps de formation se dérouleront sur Touault du 12 octobre au 6 novembre, sur Wailou du 2 au 27 novembre et enfin il y en aura une aussi sur Koumac du 9 novembre au 4 décembre. Et pour la suite, direction Koumac avec un petit rappel, Davina. Oui, c'est ça, je vous en avais parlé. En fait, ça concerne le projet de récolte de bouchons que font les élèves du collège de Koumac avec leur professeur Léna Panutier. Ils ont décidé, pour sensibiliser leur entourage à la protection de l'environnement, de réaliser et de récupérer tous les bouchons qu'ils trouveront autour d'eux pour réaliser en fait une grande fresque, un grand tableau. Avec ces bouchons, justement, ils seront posés sur une bâche. Ils vont essayer d'en faire quelque chose d'assez joli à voir. Donc vous l'aurez compris, ils ont besoin de vous. Si vous êtes dans les environs, que vous avez des bouchons et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, écoutez, déposez du côté des bureaux de la Pige Koumac et ça servira à nos élèves. Voilà une belle action et puis ils contribuent justement à la sauvegarde de notre environnement. Alors pour la suite, un peu de sport avec plusieurs infos à vous donner. Alors amis sportifs, plusieurs rendez-vous. On commence avec le dimanche 4 octobre avec la Gigawatt édition 2015, événement incontournable bien sûr du calendrier calédonien. Donc un parcours pédestre
que tu peux faire en duo sur 10, 20 ou même 30 km. Il y a aussi un petit parcours spécial sur 4 km proposé aux plus petits, donc aux 10-13 ans. Et ça se passera entre Yaté et les Bois du Sud. Sachez que les inscriptions se feront jusqu'au 30 septembre, donc il faudra vite vous renseigner concernant ces inscriptions justement au numéro de téléphone qui s'affiche le 25 35 11. Autre information à vous donner également, ça concerne là une autre course, c'est la 10e édition de la Nouméenne, donc course annuelle aussi, qui aura lieu cette année le 20 septembre et pour laquelle les inscriptions se feront, notez bien, les 16, 17 et 18 septembre de 11h à 13h et de 16h à 18h et autre date aussi le 19 septembre de 9h à 11h. Tout ça du côté de l'hippodrome Henri Millard. En ce qui concerne le parcours, il n'y a pas de dénivelé, c'est un parcours plat du rond-point de Nguéa jusqu'au rond-point du 18 juin. Il y aura une épreuve aussi réservée aux femmes, je te le disais, 4 km que l'on peut faire en courant ou en marchant selon nos envies. Le jour J, le départ sera donné à 8h30 et notez également que tous les bénéfices récoltés durant cette journée iront à la Ligue contre le cancer. Et le dernier événement concerne une course de karting. Oui, c'est ça. Donc le 19 septembre, il y aura, pour fêter les 9 ans du kart park, il y aura une espèce de petit concours qui tient sur 5 heures quand même de compétition. Et on demande de composer des équipes de 4 à 6 personnes, donc 4 à 6 pilotes, pour justement s'affronter sur les pistes du kart park du côté de Nacu-Tacoin. Donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, donc inscrivez-vous, renseignez-vous auprès du 76 39 40. Et bien sûr, si vous avez besoin de retrouver les informations que je vous ai données aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur le www.nctv.nc. Merci Davina pour toutes ces informations. Merci à toi Élise et au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Dans ces sports, aujourd'hui, on parle de compétition canine. On va découvrir à quoi ressemble un concours d'obéissance. Bonjour Jamie. Bonjour Elise et bonjour à tous du sport. Nos compagnons à 4 pattes ont eux aussi besoin d'en profiter. Et qu'on se le dise, le saut en longueur ou le saut de haie ou le saut d'obstacle n'est pas uniquement réservé qu'aux champions olympiques. Les chiens, en effet, aussi peuvent et surtout savent le faire. Donc ce sont de véritables athlètes. Vous le verrez tout à l'heure dans le reportage des athlètes à 4 pattes qui s'entraînent régulièrement comme les hommes le mercredi, une fois par semaine, donc pour 45 minutes d'entraînement avec leur maître bien entendu qui fait office d'entraîneur. Donc voilà le coach. Donc, la plupart des athlètes à 4 pattes ce sont des races pures. Il y a également des bergers allemands, des bergers belges. D'ailleurs j'ai découvert au cours du reportage qu'il y avait aussi des bergers belges ou encore des rottweilers, mais on peut aussi trouver des petits chihuahuas et bien d'autres races encore. L'objectif de ces entraînements, c'est de proposer tout simplement un terrain de jeu où toutes les qualités du chien pourront être mises en exergue. Alors ça c'est la partie entraînement, donc ils s'entraînent pour préparer justement des compétitions, des concours organisés par les clubs de Bourail, Mondor, Païta et les 2 clubs d'Imbéas. Voilà, c'est ça, tu viens de citer les différents clubs qui proposent qui proposent des compétitions canines. En effet Élise, donc il y a 2 épreuves, un concours de ring que l'on a déjà présenté au cours d'une chronique toujours dans ces sports et un concours d'obéissance que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc ce sont les 2 principales épreuves sur le territoire. Cela fait maintenant une dizaine d'années quand même que la crème des athlètes canins s'affrontent donc sur ces 2 types de concours. Le ring, pour la petite présentation, c'est une épreuve physique sportive qui combine exercices de saut et de défense, comme avec les exercices qui sont divisés en 3 catégories. Il y a les exercices plats, je vais y arriver. Il y a les exercices plats, oui voilà, comme le rapport d'objet lancé avec les exercices de saut, donc c'est le saut de haie ou encore le saut en longueur et puis enfin les exercices de mordant. Voilà, les exercices du mordant, c'est l'aspect spectaculaire de la compétition avec une autre attaque mordante de face au bâton. Voilà, en effet, avec le chien qui donc charge l'homme d'attaque, tout dans la maîtrise bien évidemment sous les consignes de son maître, son entraîneur, son coach, c'est à vous de voir. Il doit lier vitesse, exécution et concentration, donc ne pas se laisser emporter par la provocation de l'homme d'attaque, et ça fait partie de l'épreuve, et rester attentif aux consignes de son maître. Donc je vous propose tout de suite de voir à quoi ressemble le concours du ring. C'est en image, voici un extrait.
Donc là, je vais présenter mon chien en ring 3, le ring est une discipline française où il y est inclus des exercices d'obéissance et des exercices de mordant sportif. Il y a une épreuve de saut, il y a 3 sauts à effectuer, un saut de haie, un saut en longueur et une palissade. Ensuite, il y a des exercices d'obéissance, où le chien va devoir faire plusieurs exercices comme des rapports d'objets, des positions à distance, des suites aux pieds, des refus d'appât. Et ensuite, il y aura les épreuves de mordant dans différents exercices, genre attaque de face, fuyante, défense du maître, recherche, garde d'objets, l'attaque arrêtée qui est assez sympa. Et donc voilà. Alors le chien va être jugé sur l'exécution par elle-même, c'est-à-dire éviter les doubles commandements, la rapidité du chien, la volonté du chien à vouloir le faire. Et il y a plein de petits critères qui rentrent en compte. Par exemple, pour un rapport d'objet, le chien doit prendre l'objet mais ne doit pas le mâchonner, le ramener correctement au pied. Il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Sur les sauts, ça va être la performance. Sur le mordant, ça va être la volonté du chien, la combativité et surtout la cessation également. Le chien, si vous voulez, pour donner un exemple, lorsque le maître va finir de donner son ordre de rappel, le chien doit avoir lâché immédiatement ou sinon il aura des tardes à décrocher. Donc il aura des pénalités supplémentaires par rapport à tout ça. On veut vraiment un chien qui soit réactif, qui soit opérationnel et surtout qui soit très obéissant et surtout sociable aussi. Alors Jimmy, ça c'était le concours du ring. Tout à fait, Elise. Donc maintenant, je vous propose d'assister à des entraînements d'obéissance de rentrée dans l'univers du monde sportif où les barrières entre humains et animaux n'existent plus, où le meilleur ami de l'homme devient bien plus qu'un animal de compagnie. C'est un reportage signé Mara Lourde. Oui, alors voilà, aujourd'hui donc c'est un concours d'obéissance. Moi je viens concourir en classe 3 qui est le niveau le plus élevé dans les concours d'obéissance. Et donc j'ai déjà obtenu un excellent l'année dernière, mais bon, on revient parce qu'on aime ça, on est passionné et voilà, on a travaillé depuis pas mal de mois avec le chien. Donc on vient se mesurer un petit peu face au juge. Voilà, mon chien s'appelle Eagles, c'est un berger allemand, il a 6 ans. Et ce qu'on attend, c'est déjà qu'on prenne plaisir tous les deux sur le terrain. Parce que bon voilà, si le chien ne prend pas de plaisir, on n'obtient rien du chien par contrainte. Donc il faut que ça soit un plaisir partagé. Et puis on attend qu'il fasse le mieux possible et que moi en tant que conducteur, je fasse le moins d'erreurs possible aussi pour pas en entraîner de sa part. Alors l'épreuve d'obéissance la classe 3 consiste en 9 voire 10 épreuves. Donc nous avons commencé par des absences. Des absences, le chien assis, le chien couché. Après nous avons de la suite au pied. Nous avons des blocages en marchant où le chien reste assis, debout et couché. Nous avons l'envoi dans un carré. Aujourd'hui, le temps a l'air d'être idéal. Et les seules difficultés qu'on peut avoir, ce sont l'exercice où le chien s'éloigne de son maître. C'est-à-dire qu'on l'envoie dans un carré à 25 mètres. On va lui faire chercher des haltères sur ordre. Donc à partir du moment où le chien s'en va, il y a toujours un risque parce qu'il n'est plus à côté de son maître. C'est un règlement qui est fait par la Société centrale canine de France. Donc, mais l'obéissance est une discipline internationale. Donc tous les pays, brevets, classe 1, classe 2, classe 3, ont les mêmes caractéristiques. Monsieur. Voilà, monsieur Laboureau, Bruno, je vous présente Eagles, berger allemand de 6 ans. Donc on vient vous présenter la classe 3 d'obéissance. Nous sommes au club de sport canin de Dumbéa, faisons partie de la régionale de Nouvelle-Calédonie. Parfait. Comme tout le monde qui fait une épreuve, quelle qu'elle soit, on a un petit peu de stress. On a surtout l'envie de bien faire. Mais voilà, mais comme tout travail avec des animaux, les animaux ressentent excessivement le stress que le maître peut avoir. Donc il faut essayer de prendre sur soi et puis de ne pas lui montrer et d'être cool, encore plus cool que peut-être que les autres jours. C'est un entraînement normalement 2 fois par semaine en club, donc le mercredi après-midi et le samedi. Et après, on peut faire des entraînements particuliers n'importe où. Voilà, il n'y a pas de... À partir d'un certain niveau, on peut s'entraîner tout seul, puisqu'on connaît bien les exercices, on connaît bien son chien. Mais sinon, voilà, pour apprendre l'obéissance, il faut aller en club canin avec des éducateurs, parce qu'il y a tous des codes à respecter, on ne fait pas n'importe quoi. Au début, on leur apprend les exercices de base, c'est-à-dire le assis, le couché, le debout, pouvoir coucher le chien et le maître s'en va, donc le chien reste en place tant que le maître ne revient pas.
On a ce qu'on appelle le rapport d'objet, c'est-à-dire simplement un chien sait jouer, on lance un bout de bois, il le ramène à son maître. Tout ça, c'est des exercices de base qui sont déjà demandés au brevet d'obéissance. Donc voilà, un chien se présente en concours quand il a au moins ces 4 choses acquises. Et évidemment, la suite au pied, parce que c'est le premier exercice où le juge a vraiment prend l'impression du couple. Enfin, je dis couple parce que c'est toujours un couple entre le chien et son conducteur. Mais une belle suite au pied, le juge a toujours un a priori favorable. L'exercice commence. Départ en marche normale. Au pied. Au pied. Si. Sur place, car à droite. Pied. Sur place, car à gauche. Si. On repart en pas normal. Tourne. Si. Car à droite. Droite. Pas lent. Arrêt. Ce chien se caractérise par d'excellente mise en place. C'est-à-dire que le chien, il a un déroulement d'exercice tout à fait correct. Alors ce qui lui manque, c'est le brio, parce que c'est un chien de 6 ans et qui manque un petit peu de contact avec le maître, il manque de joie dans le travail, ce qui est un critère d'appréciation en obéissance. Mais tout est bien exécuté. On a vu sur la suite sans laisse, avec les petits pas qui sont très difficiles à obtenir. Le chien il se déplace bien parallèle au conducteur, que ce soit en avant, en arrière, etc. Les demi-tours sont bien exécutés également. Le chien ne traîne pas. Voilà. Et puis la rapidité sur le rappel est aussi de très bonne facture. Malheureusement, il rate son envoi en avant au carré. Le chien n'ayant visiblement pas compris quel type d'exercice lui était proposé, mais le reste était tout à fait acceptable et encourageant. On a fait une belle prestation, on a raté un exercice, c'est le plus difficile, mais dans l'ensemble c'était bien. Voilà, le juge a été satisfait de voir une belle prestation en classe 3, donc c'est tout ce qui nous importe. Le chien était bien avec moi, il était joyeux, il avait envie de travailler, et voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'il rentre sur le ring avec son maître, avec l'envie. Voilà, donc il n'y a aucune contrainte, c'est la joie par le travail, comme on dit. C'est quand même une très belle prestation, vu le niveau et la difficulté des exercices, et surtout les points, quand on nous attribue des points, on nous en enlève tellement vite quand c'est pas plus ou moins bien fait. Donc je pense que on peut être très content et on y retournera avec plaisir la semaine prochaine. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors Jimmy, que faut-il faire pour intégrer un club? Alors pour participer, Élise, aux différentes épreuves de ring et d'obéissance du pays, le chien doit avoir obtenu son certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. On appelle ça dans le monde canin le CSAU. Voilà. Donc en plus du CSAU, le chien doit appartenir à une race habilitée au mordant et il doit être inscrit au livre des origines français que l'on appelle le LOF, voilà, avec un pédigré. Donc le pédigré, tout le monde le sait, c'est la généalogie du chien. Et comme il disait dans le reportage, il faut connaître ses parents et ses grands-parents. C'est très important donc pour le pédigré. Voilà, vraiment de belles portes ouvertes pour l'éducation de nos meilleurs amis. Voilà, c'est ça. Élise, on vient d'évoquer donc l'aspect sportif, mais tu fais bien de le rappeler. L'autre avantage de placer son chien donc dans l'une de ces structures, dans l'un des clubs du pays, c'est aussi de lui permettre d'être social, de ne pas avoir peur, d'écouter son maître surtout. Donc voilà, comme on le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et encore une fois, là, nous avons la preuve que le sport est un vecteur d'éducation, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux, en l'occurrence ici le chien, Lise. Voilà, merci Jamie, ainsi se finit cette chronique. On te retrouve vendredi. Voilà, mercredi Élise. Plutôt. Voilà, merci et merci à tous, à mercredi. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Job et éducation. On parle de jardinage dans les écoles et on s'intéresse plus particulièrement à une école primaire de Coné. Bonjour Marie-Hélène, est-ce que les choses avancent ?
Oui Élise, bonjour et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'on va voir tout cela dans le reportage qui va suivre, mais ce que je peux déjà te dire, c'est que effectivement on va s'intéresser à une étape cruciale si tu veux du projet d'éducation, qui est le projet du jardin pédagogique et qui est mené donc par les élèves de l'école Les Cigales à Connay. Donc on va s'intéresser plus particulièrement au jardinage dans le respect de l'environnement. C'est vrai que l'on parle beaucoup de culture sans pesticides depuis ces dernières années. Il y a une prise de conscience, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai. Et le plus important est de poursuivre bien évidemment les efforts, Élise, qui sont déjà réalisés, et puis d'encourager toutes ces manières de cultiver, si tu veux, le plus naturellement possible, car on le sait, l'objectif derrière tout cela, c'est tout de même donc de manger sainement pour préserver notre santé. Et puis lorsque l'on apprend ces choses-là dès le plus jeune âge, on apprend rapidement de bonnes habitudes. On prend rapidement de bonnes habitudes. Tout à fait, Élise. Et comme l'école participe justement à cette dynamique, la dynamique d'éducation et donc d'information, eh bien c'est grâce à l'activité donc du jardin pédagogique que les enfants sont informés, sensibilisés et apprennent justement qu'il faut faire attention à la manière dont on cultive. Une notion très importante d'ailleurs lorsque l'on sait que les légumes que nous cultivons vont se retrouver un jour dans nos assiettes. Alors est-ce que tous les élèves, les Cigales, participent au projet autour, ce projet d'éducation autour du jardinage? Alors uniquement les CP, les CE1 et les CE2, donc de l'école des Cigales, participent donc à ce projet du jardin pédagogique. Et cette année, l'école donc réalise son projet avec le concours d'une association qui s'appelle donc Fichi Moulip Ania. Désolée si je prononce mal, mais en tout cas, on sait que ça signifie graine de vie en langue haïké. Donc c'est une langue qui est parlée, je crois, du côté de Connay, du côté de Bako. Voilà. Et donc cette association-là, figure-toi qu'elle s'est aussi occupée donc de faire venir des intervenants à l'école. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des projets pédagogiques, les enseignants peuvent faire appel à des intervenants extérieurs. Ils apportent leur savoir-faire et leur connaissance pour aider à la réalisation du projet. Exactement, Élise. Et puis tu te demandes certainement pourquoi cette association-là a été choisie, justement, ou retenue pour participer au projet. Eh bien, c'est parce qu'elle défend donc les valeurs mélanésiennes de partage et de respect donc avec la nature. Alors, comment ces trois classes, les CP, les CE1 et CE2 ont-ils été sensibilisés à un jardinage dans le respect de l'environnement? Par exemple, ils ont fabriqué, tu vois, des jardinières à l'aide donc de palettes qui ont été donc recyclées, donc à l'aide de vieilles palettes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils ont appris donc à jardiner vert. Donc ils ont appris certaines techniques, Élise. Mais pour en savoir plus, justement, cette étape, je ne vais pas tout dévoiler maintenant. On va donc les rejoindre à l'école Les Cigales grâce à un reportage donc de Stéphanie Marlier. Nous regardons tout cela de suite. Nous avons décidé de mettre en place les jardins pédagogiques et écologiques en province nord. Donc nous avons décidé de commencer avec deux écoles pilotes. Une école pilote qui se situe à Beauport et une autre aux Cigales. Pourquoi ces deux écoles? C'est tout simplement par rapport à leur situation géographique. Il faut savoir que nous compterons différentes plantes et légumes dans ces deux emplacements. Donc, dans le cadre du jardin pédagogique, on va proposer plusieurs activités. Donc déjà d'une part, travailler, leur expliquer le matériel mis à disposition pour travailler dans les jardins. Ils vont servir à quoi? Ça va servir à quoi le râteau? À gratter la terre. Ok, à gratter la terre. D'accord. Et à la surface. Donc on fait ça gratte la terre, ça l'aplanit et ça permet aussi d'aérer le sol. Ensuite, on travaille dans des jardinières, donc expliquer du coup plusieurs façons de composer des jardinières. Donc on en a une où on fera en butte sandwich, en butte permanente. C'est-à-dire que dans le fond, qui est essentiellement composé de bois, recouvert de feuilles vertes et de foin, donc qui va nous composer l'azote et le carbone. Ensuite, on a recouvert de compost et de terre végétale qui par la suite a été recouvert de paille. Donc pourquoi on a fait ce genre de boulot sur cette jardinière? C'est pour que par la suite elle soit auto-fertile. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de remuer la terre durant au minimum 3-4 ans. J'ai appris que si on met du bois
des feuilles et du foin et en mouille, ben, les fourmis ils vont venir manger et puis ça va enrichir la plantation. Au niveau de la deuxième butte, on a fait normal, donc c'est-à-dire composé que de terre végétale et par la suite recouvert de paille. Alors je vous ai dit que ça servait à quoi la paille? À rester humide. Ok, à ce que le sol reste humide. Pour protéger aussi quand on va planter les petites semences, ça permet aussi de garder l'eau. De garder l'eau, de garder l'humidité. J'ai mis mettre la terre dans la bourrette et j'ai mis arroser avec l'arrosoir. Alors pourquoi on met d'abord dans les bouteilles? Pourquoi on ne plante pas directement? Parce que sinon ils vont pas pousser. Alors on fait les petits semis, déjà parce qu'après si on les plante directement au sol, elles vont pousser un peu n'importe où. Il y aura des distances qui ne sont pas vraiment respectées. Alors je vais vous montrer les graines, vous allez me dire ce que c'est. Ça c'est quoi? Oignons verts. Des bergis. Des berges. Non. Des auberges. Et des haricots. Ciboulette. On triche pas, regarde pas avant. Voilà, regarde avant. Ensuite, ça c'est quoi? Vous voulez commencer à semer quoi? Les carottes. Ok. Les radis. On va chercher les petites bouteilles. Donc on va prendre 4 petites bouteilles. Allez. Le projet jardinage apporte beaucoup aux enfants puisque là, ils apprennent autre chose, autrement que tous les jours, en faisant, et ils sont acteurs de ce qu'ils font. Deuxième chose, ils peuvent apprendre d'autres choses comme la culture biologique. Et puis, il y a d'autres matières qui peuvent intervenir dans ce projet jardinage. Aujourd'hui, nous avons fait des plantages dans des bouteilles qu'on a coupées pour faire des plantations, pour faire un jardin potager. On a planté des plantes, des radis, des carottes, des tomates et puis de la salade. Alors les objectifs de l'association est d'une part de sensibiliser les enfants à travers le jardin bio et d'autre part ils permettront également de connaître la biodiversité. Et il faut savoir aussi que ça permet également de préparer des futurs citoyens éco-responsables pour le développement économique et social de demain. Voilà, c'était une rencontre très intéressante pour les élèves, Marie-Hélène. Ah oui, puis surtout grâce à ces intervenants, justement, les enfants apprennent énormément de choses, notamment par exemple l'intérêt qu'il y a à associer légumes et fleurs, à faire des repiquages, à fabriquer son propre purin. Le purin, c'est un mélange en fait qui est donc réalisé à base de plantes. Ça peut être à base de lilas et puis de faux tabac. Chacun après a sa petite recette miracle, on va dire. Et donc ce purin, il sert en fait de répulsif et de fertilisant. Et tout cela, bien évidemment, est naturel et lisse. Non seulement il sensibilise à l'environnement, à la santé, mais aussi à l'alimentation durable. Et il réalise, on va dire qu'il existe, un lien entre ces trois domaines. C'est bien. Ben oui, c'est ça justement. En fait, de montrer que tout est lié, c'est quand même intéressant pour la prise de conscience, on le sait. Et puis les enfants, dans le cadre de cette activité-là, ils vont apprendre donc en observant. Et ça, c'est quand même très très intéressant en termes donc de mémorisation des choses. Par exemple, la graine qui germe, la plantule qui apparaît, qui va former ses premières feuilles, qui va grandir, qui va fleurir, puis ensuite qui va fructifier. Donc c'est quand même la magie de la nature, tout ça. C'est clair. Et justement, lors de ces actions de jardinage à l'école, les enfants apprennent aussi, on va dire, des mots nouveaux et puis découvrent des légumes autrement. Oui, puis ils vivent aussi ce contact si particulier que l'on peut avoir aussi avec la terre. Ils vont la prendre à pleine main, ils vont la triturer, ils vont la travailler. C'est vrai que ça donne certaines sensations à certaines personnes d'ailleurs. Et tu as envie de jardiner aussi.
Pardon? T'as envie de jardiner aussi? J'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que j'avoue que lorsque je touche de la terre, je sais pas, je ressens quelque chose et je trouve que c'est très agréable de toucher de la terre. Ensuite, côté légumes, il découvre les différents types de légumes, par exemple les légumes à feuilles, puis les légumes qui poussent à partir d'une graine. Et ils observent aussi l'évolution de la graine qui pousse jusqu'à l'obtention d'un légume prêt justement à être consommé. Oui, Élise, exactement. Et puis le jardinage à l'école, hein, on peut encore le dire, c'est aussi l'occasion donc de se rendre compte qu'un jardin doit être entretenu. Il ne suffit pas de se dire ah ça y est, c'est bon, j'ai avoir des beaux légumes. D'arroser, c'est bon, ça va pousser tout seul. Non. Exactement, tu as raison. Il faut entretenir les choses pour que justement on puisse après avoir une belle récolte. Donc il faut une belle récolte. Il faut retirer les mauvaises herbes. Il faut donc arroser. Il faut aussi penser à fertiliser de manière naturelle surtout. Hein, on le sait, c'est ce à quoi on tient. Et puis ensuite, jardiner, c'est aussi l'occasion de découvrir des notions de biologie végétale, telles que la photosynthèse, hein, pour apprendre comment tout cela fonctionne. Et puis on découvre aussi le monde du minéral, on découvre parfois aussi les différentes terres, on sait qu'elles n'ont pas le même apport aussi nutritionnel, hein, je ne sais pas si on peut dire nutritionnel, mais le même apport pour faire fructifier les végétaux. Et puis on découvre aussi le rôle de l'eau. L'eau est capitale, sans eau, t'es d'accord, pas de fleurs, pas de légumes. Et puis il découvre aussi des techniques de mise en culture, hein, on sait très bien qu'il y a pas mal de façons de cultiver. Hein. C'est vrai, et puis un autre avantage, c'est qu'ils apprennent à travailler ensemble, en équipe. Eh oui, ça c'est très important aussi. Hein. Et puis la patience, l'attention, la coopération sont aussi des choses qui sont mises à rude épreuve. Donc ça participe aussi bien évidemment au développement du savoir-être chez l'enfant et puis à son épanouissement. Que du bonheur. Voilà, merci Marie-Hélène de nous avoir fait découvrir les activités de cette école, donc le jardinage. Et on continue, hein, on va terminer cette chronique avec des informations concernant les futurs bacheliers qui poursuivent leurs études en Calédonie ou en métropole. Tout à fait, Élise. Désormais, pour la Calédonie, il faut savoir que toutes les demandes peuvent être centralisées en fait en un seul et même endroit, donc sur un site internet. Hein, c'est celui donc du vice-rectorat. Et donc ce portail, hein, on va l'appeler ainsi, s'appelle SUP-NC, Élise. Alors comment faire ? Alors, il suffit en fait d'aller donc sur le site du vice-rectorat, de cliquer sur orientation formation, hein, puis que faire après le bac. Une fois qu'on est donc au bon endroit, on clique sur je poursuis mes études en Nouvelle-Calédonie et de là je peux télécharger en fait tous les dossiers de candidature pour pouvoir inscrire mes vœux. Et si tu veux, une fois que tout cela est fait, il va pas falloir les rendre. Et c'est bientôt le moment justement de remettre ces dossiers de candidature, hein, pour ceux qui veulent étudier donc en Nouvelle-Calédonie. Donc il s'agit donc du 18 septembre, hein, qui est donc cette date butoir. Hein. Il faut donc rendre tous ces éléments-là soit dans l'établissement où on est inscrit, soit les remettre au CIO, hein, si on n'est pas inscrit dans un établissement scolaire. Et pour ceux qui souhaitent justement poursuivre leurs études à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, peut-être en métropole, est-ce qu'il y a des changements pour les inscriptions? Alors non, là pour le moment on garde la même procédure, hein. On se rend donc toujours sur le site du vice-rectorat. Et par contre on va cliquer bien évidemment sur je poursuis mes études en métropole et on va tomber sur ce fameux portail que l'on connaît bien qui s'appelle admission post-bac. On en avait déjà parlé, on en parle chaque année et donc c'est sur ce site-là, donc sur ce portail-là que l'on va donc émettre tous les différents vœux et donc tenter de décrocher une place en métropole. Voilà, donc les futurs bacheliers, à vous de jouer. Merci Marie-Hélène et puis on te retrouve jeudi. À jeudi Élise, au revoir. Allez, on découvre notre plat du jour dans notre rubrique Fin Bon. Alors afin d'éviter toute évaporation, on vous propose aujourd'hui un mode de cuisson, donc lent, mais qui favorise justement la cuisson des aliments dans leur propre jus et sans matière grasse. Aujourd'hui, pour avoir une bonne santé, ce mode de cuisson est favorable. Je vous propose aujourd'hui le poisson à l'étouffée.
Bonjour, c'est Tama, voilà. Comme voilà, la grande soeur a envoyé du poisson de pomme. On a décidé aussi de, voilà, nous avec les garçons, on a décidé de faire un petit four, juste pour passer la journée, pour voilà, s'occuper quoi. Ah, pour la recette d'aujourd'hui là, ce sera une loche avec un saumonet et un bossu, et accompagné des tomates, oignons, l'ail, sel, poivre, arbre de Provence, de l'huile et puis persil qu'on a été cuire là-haut dans le champ à le petit frère. C'est simple, le petit four à nous là. C'est juste pour la cuisson quoi. Mais il y a des autres qui font pas pareil que nous là. Et nous c'est simple. C'est voilà, entre nous les frères, quartier. On fait pas compliqué quoi. Voilà, on a fini de couper tous les ingrédients. On met dedans le ventre du poisson. Après on va saler, poivrer, tout ça là. On va d'abord mettre l'aluminium, après on va mettre tous les ingrédients. Là, on va passer à la cuisson, on va fermer l'aluminium, on va fermer les poissons et on va mettre au four. Ah là, l'éclair. C'est un état. Ah, mais c'est bon, hein. Ça c'est bon. Ah, on va déterrer avec les petits frères. Ah, on va déterrer le petit four à nous. Comme voilà, ça fait un quart d'heure aussi. Voilà. C'est cuit aussi, peut-être c'est cuit. Ah, on va déterrer. Ah voilà, on a déterré le poisson, mais voilà, on va ouvrir pour voir comment la cuisson, si c'est bon. C'est joli. Ben voilà, nous voulons tirer les 3 poissons du four traditionnel de chez nous, ici à Moravel, à la montagne. Et là, nous allons passer à table. Parce qu'après le travail, le réconfort, hein, comme on dit chez nous. Bon appétit à tous. Oui. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour de nouveaux reportages et nouvelles informations.